Sachant que plusieurs réactions chimiques se ressemblaient, l'homme a donc décidé d'essayer de les classer. Et il en a donné plusieurs catégories. Et ces différents types de réactions chimiques ont donc certaines propriétés qui sont relativement similaires. Dans cette vidéo, je vais te présenter donc différents types de réactions chimiques et leurs caractéristiques plus précisément. On parlera de neutralisation acido-basique, on parlera de combustion, ainsi qu'une des réactions les plus élémentaires de la planète, c'est-à-dire la photosynthèse et la respiration cellulaire. Premier type de réaction chimique qu'on présentera ici, la neutralisation acido-basique. L'action de neutraliser est en fait soit d'ajouter un acide dans une base ou une base dans un acide jusqu'à temps que notre solution devienne neutre. Et ce qu'on réalise, c'est que peu importe l'acide qu'on a et peu importe la base qu'on a, peu importe quelle substance on met dans laquelle, on se retrouvera toujours avec les mêmes produits, c'est-à-dire un sel et de l'eau. D'ailleurs, les sels possèdent un pH de 7, l'eau possède un pH de 7, et donc, quand on vient les mettre ensemble, on vient neutraliser pour obtenir ces deux produits. Et on neutralise en fait simplement en prenant les H+ qui ont été produits par les acides avec les OH- qui ont été produits par les bases. En les mixant ensemble, en les mélangeant ensemble, on retrouve H+ et OH- liés ensemble qui va nous donner au final H2O, la molécule de l'eau. Par exemple, si on vient placer HCl, qui est un acide, encore une fois, définition d'un acide commence par H avec non-métal, et NaOH, qui est une base, finit par OH et débute par un métal. On aura le H et le OH qui vont aller former le H2O, et il nous restera le sel qui va être produit dans cette réaction. Donc, Na et Cl va être produit ensemble, liés ensemble, et en bonne proportion, avec la bonne quantité de HCl et de NaOH, on finit par neutraliser notre solution avec justement la production de ces deux produits qui ont un pH neutre. HI et KOH, un autre exemple de neutralisation acido-basique, où on a un acide qui commence par H, une base qui finit par OH, le OH et le H vont se lier ensemble pour aller former le H2O, et donc notre métal et notre non-métal vont aller se lier ensemble pour aller former notre sel. Dans ce cas-ci, on aurait une neutralisation faite à partir de KI et de H2O. Un autre exemple, H2S et CaOH deux fois. Des fois, les réactions de neutralisation peuvent devenir un peu plus complexes et donc ici, on voit apparaître justement des molécules qui sont beaucoup plus grosses où on doit faire appel à notre nombre de liaisons pour visualiser quel est le sel qui va être produit. Donc dans ce cas-ci, on a du CaOH qui est une base, H2S qui est un acide, le H et le OH vont encore se lier ensemble pour aller former notre H2O et le sel qui va être formé va être le Ca lié avec le S. D'ailleurs, on réalise que le Ca et le S sont tous deux des ions qui sont formés 2+ et 2-, donc possédant le bon nombre de liaisons de chaque côté. Et donc, en ayant le bon nombre de liaisons, on a une molécule qui est stable. Encore une fois, preuve que notre molécule va être neutre. Neutre veut dire stabilité aussi. Et donc, on a une molécule qui est possible. Expérimentalement parlant, à quoi ressemble une neutralisation? Eh bien, une neutralisation va souvent être utilisée à l'aide d'une burette. On peut appeler d'ailleurs le procédé d'utilisation de la burette pour neutraliser le titrage. Et on placera dans notre burette soit un acide ou une base, tout dépend duquel on voudra neutraliser, qui lui sera placé dans l'Erlenmeyer. Donc si on veut neutraliser un acide, on place l'acide dans l'Erlenmeyer et on vient mettre la base dans notre burette. Et si on veut neutraliser une base, on vient mettre la base dans l'Erlenmeyer et l'acide dans la burette. Et on vient tourner le robinet ici jusqu'à obtenir une neutralisation. Naturellement, il nous manque un petit détail qui est comment on va être capable de déterminer lorsque notre solution va être neutre. Et donc, c'est pour cette raison qu'on vient mettre un colorant indicateur dans notre Erlenmeyer qui est le phénylphthaléine. Et le phénylphthaléine va servir principalement à indiquer lorsque notre solution va être neutre. Pourquoi utiliser le phénylphthaléine lors de la neutralisation? Eh bien, parce que le point de virage du phénylphthaléine est à 7. Et donc, en bas de 7, notre phénylphthaléine va donner une couleur incolore. En haut de 7, la solution sera de couleur fuchsia. Et à 7, on aura une couleur
rose pâle. Ces trois couleurs-là nous permettent donc avec précision de savoir quand on est exactement à un pH de 7. Deuxième type de réaction chimique qu'on voit apparaître souvent autour de nous, la combustion. La combustion, en fait, est une réaction d'oxydation, c'est-à-dire de réaction avec l'oxygène, qui va dégager de la chaleur, qui va dégager de l'énergie thermique. On dit souvent qu'elle est aussi exothermique, montrant qu'elle dégage de la chaleur, justement. Et toute combustion nécessite toujours trois composantes, qu'on appelle les trois composantes du triangle de feu. Le combustible, le comburant et le point d'ignition qu'on appelle aussi énergie d'activation. En d'autres mots, il nous faut quelque chose qui brûle, du bois, du papier, n'importe quoi qu'on va mettre feu. Le comburant qui est l'oxygène, sachant qu'on parle ici d'une réaction d'oxydation. Et le point d'ignition, qui est l'énergie qu'on va donner initialement pour partir notre combustion. On peut parler d'une allumette, d'une étincelle, d'un réactif chimique, donc nécessairement quelque chose qui va débuter la réaction de combustion. Et donc, c'est grâce à ce triangle de feu que nos pompiers sont capables d'agir pour éteindre ces différents feux qui peuvent être de différentes causes, autant un feu chimique, électrique ou encore simplement un feu qui a été produit par accident. C'est donc en connaissant l'existence de ce triangle de feu qu'on est à la fois capable de maximiser une combustion ou encore de la minimiser, c'est-à-dire essayer de l'éteindre. Par exemple, quelles sont les bonnes conditions pour pouvoir partir une combustion? Premièrement, s'assurer d'avoir de petits morceaux de bois pour débuter la combustion plutôt que d'énormes morceaux de bûche. Ça permettra une plus petite énergie pour pouvoir démarrer la combustion. Deuxièmement, s'assurer d'un bon apport en oxygène, c'est-à-dire s'assurer que le comburant va accéder un peu partout à notre feu. Pour ce faire, de faire un tipi plutôt qu'un amas de bois peu contrôlé va bien partir la combustion. Troisièmement, s'assurer de mettre une allumette avec du papier en bonne quantité, mais pas trop pour ne pas couper l'accès à l'oxygène, pour faire notre énergie d'activation et s'assurer de mettre en feu les copeaux de bois qu'on a placés initialement. C'est lorsque la combustion sera entamée qu'on pourra rajouter des plus grosses bûches, elles qui nécessitent plus d'énergie d'activation. Est-ce vrai que l'eau est toujours le meilleur moyen pour éteindre un feu? Malheureusement pas, dans plusieurs situations, ça va plutôt empirer la combustion plutôt que de l'éteindre. L'eau sert uniquement à diminuer la température de notre combustion, c'est-à-dire diminuer l'énergie d'activation, et dans certains cas, ça ne sera pas suffisant pour arrêter cette combustion. Par exemple, de l'alcool pris en feu ne fera que répandre les flammes sur une plus grande superficie. Dans les deux derniers cas, l'eau est incapable de diminuer suffisamment le point d'ignition ou encore l'énergie d'activation. N'étant pas capable de diminuer suffisamment la température de la combustion pourra continuer sans aucun problème. Dans ces deux dernières situations, il est plutôt pertinent d'attaquer le combustible ou encore le comburant, c'est-à-dire couper l'oxygène ou encore enlever ce qui est en train de brûler. Sur une casserole d'huile qui a pris en feu, il est d'ailleurs recommandé de mettre un linge humide. Ça permettra de couper le comburant et donc de couper l'oxygène. D'ailleurs, il est recommandé de le laisser fermer longtemps, justement pour pas que la combustion puisse repartir. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on oblige des extincteurs à neige carbonique dans tous les laboratoires et qu'on te conseille fortement d'en avoir un dans ta maison.
La neige carbonique va à la fois attaquer le comburant en prenant place de l'oxygène parce que de la neige carbonique c'est fait à partir de CO2 et en plus ça diminuera le point d'ignition sachant que la neige carbonique est très froide. Elle va donc diminuer la température de cette combustion. En attaquant deux côtés du triangle de feu, on est donc capable, en une plus grande chance, de l'éteindre. Si tu veux faire une expérience à la maison pour tester ce principe, tu n'as besoin qu'une chandelle, une assiette remplie d'eau et d'un verre. En allumant la chandelle, on réalise qu'on a une allumette qui sert de point d'ignition, la mèche de notre chandelle qui sert de combustible et l'oxygène qui sert de comburant. On a donc une combustion complète. Seulement, quand on vient placer un verre par-dessus cette chandelle, on coupera l'accès au comburant et on verra la flamme qui s'éteint graduellement. Le CO2 étant plus dense que l'oxygène, il descendra dans le bas du verre et prendra moins de place que celui-ci. Il existe aussi plusieurs types de combustion, principalement trois: la combustion vive, la combustion lente et la combustion spontanée. La combustion vive est une combustion qu'on voit fréquemment autour de nous, c'est-à-dire une combustion qui va nécessiter encore une fois les trois éléments du triangle de feu, comburant, combustible et point d'ignition, et qui va d'ailleurs produire de la chaleur, produire de la lumière, donc produire une flamme. La combustion lente est quelque chose qui est moins apparent autour de nous, qui s'apparente beaucoup à l'oxydation, c'est-à-dire qu'elle nécessite, tout comme la combustion vive, les trois éléments de notre triangle de feu. Cependant, cette combustion-là va produire beaucoup moins de chaleur et donc est beaucoup moins visible autour de nous. Finalement, la combustion spontanée est une combustion qui nécessite une faible énergie d'activation, donc une faible point d'ignition. Et d'ailleurs, ce faible point d'ignition-là va rendre notre combustion très sournoise. Par exemple, du foin qui est entreposé et mal ventilé va se décomposer, va produire une certaine énergie qui est relativement faible, mais cette énergie qui est relativement faible va malgré tout débuter la combustion et c'est une des raisons pourquoi les fermiers doivent absolument créer beaucoup de ventilation dans leurs silos, dans leur étable, sans quoi il y aura nécessairement un feu à l'intérieur de la ferme. La photosynthèse et la respiration, quant à elles, prouvent que les réactions chimiques se produisent pas uniquement en laboratoire. La chimie essaie d'expliquer tout ce qui se produit autour de nous, y compris dans le vivant. Et donc, ces deux réactions-là se produisent justement dans les plantes et dans les organismes vivants qui nous entourent. La photosynthèse est une des réactions chimiques les plus importantes sur la planète au grand complet. C'est la seule réaction chimique qui est capable de produire de l'énergie chimique à l'aide de l'énergie inorganique. C'est-à-dire qu'elle prend l'énergie du soleil et la convertit en sucre, en nutriments, en molécules chimiques. C'est pas pour rien que les plantes sont à la base de toute chaîne alimentaire. C'est les plantes qui produisent l'énergie pour tout l'écosystème au grand complet. La réaction chimique de la photosynthèse est donc toujours la même. Le CO2 capté par la plante et l'eau captée par les racines de la plante avec le soleil capté par la chlorophylle va toujours produire du sucre, du glucose, c'est-à-dire le C6H12O6, et ça va produire aussi de l'oxygène. C'est d'ailleurs une des réactions chimiques qui est capable d'absorber le CO2, diminuer notre réchauffement climatique et donc aussi produire de l'oxygène. La respiration cellulaire est la réaction inverse de notre photosynthèse. En fait, elle est produite par la plante lorsqu'il n'y a pas de lumière, mais par la majorité des organismes vivants qui colonisent notre planète. C'est donc de dire que tous les organismes vivants vont consommer le sucre et l'oxygène qui a été produit par les plantes par la photosynthèse pour aller former du CO2 et de la vapeur d'eau, et c'est grâce à cette réaction-là qu'on va être capable de vaquer à nos occupations. Ces deux réactions forment donc un cycle qui est très fragile et qui permet la survie de notre planète, les plantes produisant le sucre et l'oxygène, alors que la majorité des organismes vivants vont aller produire du CO2 et de la vapeur d'eau pour pouvoir survivre.